j'aimerais passer à la troisième présentation de ce premier panel et je prie Roberta Colombo-Dougou. Elle est la conservatrice de la collection d'Océanie au Musée d'ethnographie à Genève et responsable aussi pour ce projet important qui s'appelle Relier les collections et les communautés sources. Alors, d'abord, merci beaucoup pour cette conférence qui est très, très intéressante et qui nous donne aussi la possibilité de discuter de plusieurs collections différentes parce que maintenant, on a entendu la première présentation sur la nature, les histoires naturelles, on est passé à l'Égypte et puis maintenant, on va passer à des objets ethnographiques qui viennent de l'Australie. Comme Esther l'a bien dit, je suis en charge d'un projet qui s'intitule Relier les collections et les communautés sources. Donc, dans ma présentation, je vais surtout me concentrer sur la recherche en provenance reliée à cet aspect, aux collaborations qu'on peut avoir, qu'on a avec les différentes communautés. Alors, dans cette présentation, donc, je vais parler d'une collection qui se trouve au Musée d'ethnographie de Genève. Donc, le Musée d'ethnographie de Genève conserve une prestigieuse collection australienne constituée entre 1880 et 2017. La moitié des pièces furent données entre 1955 et 1960 par un monsieur qui s'appelle Maurice Bastien, qui les avait collectées lors de deux longs séjours en Australie. Apparemment, la biographie de ces objets est claire et la médiation de celui qui fut le premier secrétaire de la Commission nationale pour l'UNESCO semble garantir un contexte d'acquisition loin des violences coloniales et des relations asymétriques. Cependant, Maurice Bastien, personnage secret, s'est toujours montré très discret sur les modalités de ces transactions et a rarement mentionné la provenance des objets. Dans sa correspondance, il explique avoir obtenu des pièces rares et anciennes provenant de certaines collections très importantes. Il révèle également d'avoir exporté des objets sans autorisation. Beaucoup de questions restent sans réponse. Comment a-t-il obtenu ces objets, parmi lesquels se trouvent aussi des restes humains et des objets secrets sacrés? Avait-il le droit de les exporter? Comment le musée peut-il faire de la lumière sur le parcours de cette collection et répondre ainsi aux éventuelles demandes de restitution des communautés aborigènes? Donc, dans cette communication sera présenté le travail en cours sur la provenance de la collection donnée au MEG par Maurice Bastien, ainsi que les collaborations avec différentes institutions australiennes. Alors, le musée d'ethnographie de Genève donc, conserve cette collection qui a aussi fait l'objet d'une grande exposition en 2017 intitulée « L'effet boomerang ». Dans cette exposition, on présentait aussi différentes vitrines qui reconstituaient la constitution de la collection australienne. Et puis là, vous voyez par exemple les vitrines qui concernent justement les objets qui ont été donnés au musée par Maurice Bastien. Alors, dans ma présentation est constituée en deux parties principalement. La première partie, je vais expliquer qui était ce monsieur, Maurice Bastien, et dans la deuxième partie, je vais me concentrer sur deux cas spécifiques, deux crans peints de la région de Milingimbi et trois boucliers de l'État de Victoria. Alors, Maurice Bastien, en effet, c'est vraiment un acteur majeur dans la constitution de la collection australienne parce qu'il a donné pratiquement la moitié des objets australiens que le musée conserve aujourd'hui. Alors, qui était Maurice Bastien et quelles étaient ses relations avec le musée d'ethnographie de Genève? Originaire de Genève et fils de chirurgien, Maurice Bastien suit des études de droit
à l'université de Fribourg, où il obtient un doctorat en 1933. En 1943, il entre au département politique fédéral, puis devient premier secrétaire de la Commission nationale pour l'UNESCO. En 1953, il est victime d'une vague de licenciements, probablement pour des raisons économiques, donc, et il décide à ce moment-là de partir et de s'installer en Australie, où il arrive en mars 1953. Quelques mois après son arrivée à Melbourne, Maurice Bastien entre en relation avec le musée d'ethnographie de Genève parce qu'il souhaitait se procurer une documentation sur les aborigènes. La directrice Marguerite Lobsiger-Dellenbach saisit l'occasion pour manifester son désir d'acquérir pour le musée des objets australiens et de faire de la collection australienne du MEG l'une des plus importantes d'Europe. Il y a plusieurs échanges de correspondance. À la suite de cette correspondance, Maurice Bastien envoie un premier don au musée d'ethnographie de Genève, 3 écorces peintes de Hirkala en 1955, puis une cascade d'envois. Près d'une quinzaine de caisses chargées d'objets arrivent au musée entre 1955 et 1960. Grâce aussi à la médiation de Maurice Bastien, le musée d'ethnographie de Genève initie aussi plusieurs collaborations avec des musées australiens. Par exemple, en 1956, il acquiert 50 objets australiens du National Museum de Victoria à Melbourne, aujourd'hui Museums Victoria. Maurice Bastien s'est trouvé des bons interlocuteurs sur place, entretient des relations avec des éminents collectionneurs australiens qui lui cèdent des pièces aborigènes. Il développe en particulier des relations très étroites avec Aldo Massola, qui était conservateur au musée de Melbourne, et avec des missionnaires, parmi lesquels Worth, qui ont des collections très importantes. En juillet 1956, Maurice Bastien revient en Suisse, puis retourne en Australie en décembre 1959 pour une durée indéterminée, en tout cas jusqu'au milieu de l'année 1960, après quoi il s'établit en Suisse. Il donnera au MEG un véritable trésor, puisqu'entre 1955 et 1960, Bastien fait don de 416 objets provenant d'Australie, 802 de Suisse, 2 de Nouvelle-Guinée et un tapas des îles Fidji. Maurice Bastien reste un homme très très mystérieux. Suite à son retour définitif d'Australie, dont on ignore la date précise, il vit plus de 30 ans en hôtel, dans des hôtels sur les bords du lac Léman ou à l'étranger. Il fait don de ses archives à plusieurs institutions suisses, dont le musée d'ethnographie, en donnant aussi un grand nombre d'archives. Alors, Maurice Bastien, il avait beaucoup de contacts avec beaucoup de collectionneurs, beaucoup de conservateurs de musées, mais il ne précise que rarement ce type d'information. Donc, il ne précise que rarement où il a obtenu ces objets. Ces archives contiennent une vaste correspondance, des manuscrits rédigés avec les informations tirées de la littérature anthropologique australienne, des documents, on a aussi beaucoup de documents qui accompagnent les casses et des listes d'objets. En les parcourant, on a vraiment l'impression d'avoir une très riche et précise documentation. Et en partie, c'est vrai. Mais dès qu'on essaie de gratter un petit peu au-delà de la surface et de comprendre où il a obtenu ces objets, on se trouve face à un brouillard incroyable. Les fiches d'inventaire, par exemple, qui étaient rédigées par Marguerite Lobsiger-Dellenbach à partir des informations de Maurice Bastien, sont relativement bien renseignées par rapport aux informations sur d'autres objets obtenus par la même période. Mais on ne comprend absolument pas où il a obtenu ces objets. Alors, maintenant, je vais entrer dans la deuxième partie
où je vais, voilà, ça c'est monsieur Boris Bastien, dans une photo que je trouve très intéressante et qui nous montre son voyage au centre de l'Australie, à Palm Valley, où il a rencontré aussi des artistes importants. Et là, c'est la seule information qu'on a, par exemple, sur un objet qu'on a retrouvé. Alors, maintenant, je vais vous parler de 2 crânes peints de Milingim. Alors, comme vous verrez, sur la fiche d'inventaire, il y a un rond. Ce n'est pas parce que notre photographe n'a pas photographié les objets, au contraire, mais c'est parce que les aborigènes ne souhaitent pas qu'on montre des restes humains, et donc on ne les montrera pas. Alors, en 1956, Maurice Bastien donne au musée d'ethnographie de Genève 2 crânes humains dolichocéphales qui sont aussitôt inventoriés avec les numéros 25238 B et C. Dans les registres d'inventaire, la description des crânes est plutôt détaillée, mais elle relève aussi une grande aisance dans l'observation des restes humains et des incontestables compétences en anthropologie physique qu'avait la personne qui les a inventoriés. J'aime bien dire que ces fiches d'inventaire parfois donnent plus d'informations sur les personnes qui ont rédigé les fiches que sur les objets mêmes. Alors, les 2 femmes, les deux crânes appartiennent probablement à des femmes encore jeunes. Dans son carnet de notes, Maurice Bastien, avec une écriture très difficile à déchiffrer, indique que les crânes sont originaires de la terre d'Arnhem orientale, plus précisément de la tribu Gopapuingu, terme qui a été remplacé par celui de Murjin. Il ajoute qu'ils étaient utilisés dans des rituels funéraires, sans donner plus de précision. Donc ça, c'est ce que lui dit. En effet, le terme Murjin qui a été introduit par l'anthropologue américain William Lloyd Warner, a été introduit en 1937, mais le terme a été abandonné pour être remplacé par celui de Yolngu. Quant à Gopapuingu, que pour lui c'est le nom de la tribu, en effet, il s'agit d'une des possibilités écriture de Gopapuingu, un clan de la moitié Iritia des Yolngu. Alors, en effet, des crânes peints comme ça, on les retrouve en Suisse, il y en a 3, nous en avons 2, et puis il y en a un à Bâle. Et c'est la pratique de peindre le corps et les crânes des défunts avec des motifs claniques sacrés se rencontre parmi les groupes de la terre d'Arnhem orientale, faisait partie d'un rituel funéraire secondaire lorsque les os d'une personne décédée étaient récupérés après avoir été enterrés ou exposés sur une plateforme. Les os étaient généralement mis dans un tronc d'arbre creux ou enveloppés dans un paquet d'écorce et attachés avec des ficelles. Ces os et le crâne étaient ensuite conservés et transportés de camp en camp par une proche pendant au moins 2-3 ans jusqu'à ce que le dernier rituel d'enterrement soit effectué et que les os soient brisés et placés dans un rondin creux dans une grotte. Alors, au cours de ces derniers 10 ans, j'ai eu beaucoup de contacts avec des représentants Yolngu. Et donc, j'ai pu mieux approfondir la question de la provenance. Ces 2 crânes son Yolngu vient de Milingimbi, qui est une île, des îles Crocodiles, au large des côtes de la terre d'Arnhem au nord de l'Australie. À partir des années 1920, avec la création de la mission méthodiste par le révérend James Watson, et pendant plus de 50 ans, Milingim a été un centre prolifique de création artistique et un point de départ de nombreuses collections vers le reste de l'Australie et le monde. Aujourd'hui, donc je vous ai dit qu'on a eu beaucoup de relations. Le musée d'ethnographie a une relation qui maintenant date depuis 2007 avec les représentants Yolngu de Milingimbi. Il y a quelques années, si je ne me trompe pas, en 2018, on a reçu une délégation de 2 femmes
artiste de Milingimbi. C'était un projet en collaboration. Enfin, je me suis greffée sur un projet de Béatrice Varol à Bâle. Et là, vous voyez deux femmes, Hélène Ganal-Miwirwi et Rusna Malkara, deux femmes qui sont venues étudier notre collection et avec lesquelles on a, à travers lesquelles on a commencé une série de négociations et de consultations concernant les deux crânes. Là, vous voyez les deux femmes, surtout celle avec le foulard orange, elle est très émue parce qu'elle est en train de toucher une écorce peinte par son oncle qu'elle a retrouvée. Donc, il y a maintenant une relation de collaboration avec les Milingimbi. On a envoyé, j'ai fait un voyage il y a 2 ans en Australie avec Béatrice Varol du Muséum de Culture de Bâle, Lindy Allen, ex-conservatrice du Muséum Victoria, et Louise Ambi, professeure d'anthropologie à Canberra. On est allé à Milingimbi et on a commencé des négociations concernant des négociations, mais aussi des consultations concernant les crânes. Donc, en effet, on a également partagé toutes les informations qu'on a données, qu'on avait à disposition. Et aujourd'hui, il y a des négociations en cours pour identifier les motifs claniques peints et pour établir quels clans ou quels individus sont prêts à prendre la responsabilité des discussions sur le futur de ces restes ancestraux. Alors, je regarde combien de temps j'ai encore. OK. Je vais passer maintenant très rapidement au deuxième exemple. Alors, le musée d'ethnographie, ça c'est un chapitre que je viens en partie d'écrire et je suis très contente. Ça, ce sont 3 magnifiques boucliers Giam de l'état de Victoria datant du milieu du 19e siècle. Elles ont été données par Maurice Bastien qui disait les avoir obtenus de conservateurs du Muséum Victoria, Aldo Massola, qui aurait préféré les donner à lui plutôt qu'aux Américains. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Je ne le sais pas. Et c'est un bouclier, ce sont des types de boucliers qui étaient utilisés pour préserver les lances lors des batailles et des guerres. Alors là, vous avez les 3 boucliers. Celui central, il est magnifique, plus que les autres, et il a été reproduit sur le catalogue de l'exposition Les Vrais Boomerangs, avec un détail. Et puis, un jour, le 29 septembre 2017, je reçois un message de ce monsieur qui est Jonathan Jones, un artiste contemporain aborigène très connu que j'aurais voulu inviter pour l'exposition, mais finalement, comme je ne pouvais inviter qu'une personne, j'avais choisi quelqu'un d'autre. Et puis, son message, il est reproduit là, et puis il me dit pratiquement que c'est un artiste, Wirajo de Camilo Rai, et qu'il a vu le catalogue et que son attention a été attirée par le bouclier, par le détail du bouclier, et qu'en effet, il savait très très bien d'où venait ce bouclier qu'il avait cherché et qu'il était content de savoir qu'il avait retrouvé à Genève. Alors, en effet, il m'envoie cette photo avec un cercle et puis on voit exactement le même bouclier. Donc, j'ai continué mes investigations. Je suis allée et j'ai compris que c'était la collection de ce monsieur qui s'appelait Edward John Dann. C'était un géologue anglais, mais d'origine anglaise, c'est un géologue australien d'origine anglaise qui avait mené aussi des recherches en Afrique du Sud et qu'à la fin de sa vie, a donné une partie de ses collections au Pitt Rivers Museum, d'autres se trouvent au British Museum et d'autres aussi au National Museum Victoria. Grâce à Internet et à toute la documentation qu'on peut trouver, je suis arrivée au catalogue de sa collection ethnographique et j'ai retrouvé, je ne sais pas si vous voyez, mais le numéro 71, en effet, est un de ces 3 boucliers. Comment je le comprends? Parce que les formations sont les mêmes et parce que sur le bouclier qui se trouve au MEG, il y a le numéro 71. Donc, je suis très contente de ces informations que j'ai pu retrouver.
maintenant, je n'ai pas encore compris comment cette collection-là, elle est arrivée à Maurice Bastien. Donc, je vais juste dire une petite phrase de conclusion. Je trouve que ces deux exemples peuvent montrer comment la recherche en provenance aujourd'hui peut se nourrir de contributions différentes et peut aussi être collaborative. C'est une recherche donc qu'il faut mener sur plusieurs fronts et en collaboration également avec les communautés sources. C'est un type de collaboration qui ouvre des nouveaux défis, mais aussi des nouvelles possibilités. Merci beaucoup. Merci beaucoup.